êtes sur Télé Sud, merci de nous rejoindre pour un nouveau tour de l'actualité. Mercredi 27 juin, à la une, Charles Blé Goudet, le leader des jeunes patriotes, figure du régime déchu de Gbagbo, se dit prêt à aller devant la CPI. Et un an après l'arrivée au pouvoir du président Ouattara, l'instabilité règne, notamment dans l'ouest ivoirien. Au Mali, au moins 20 morts dans les combats entre islamistes et Touaregs à Gao. Par ailleurs, des affrontements entre jeunes manifestants et rebelles qui l'accusent du meurtre d'un médiateur ont fait au moins 2 morts. Et puis Madagascar a fêté le 52e anniversaire de son indépendance sur fond de poursuite de la crise politique issue du changement de pouvoir en mars 2009. Une feuille de route de sortie de crise a été proposée afin de reconnaître les institutions de transition. Où est Charles Blé Goudet? Une question restée en suspens depuis plus d'1 an à Abidjan. Depuis son exil précipité en avril 2011, le leader des jeunes patriotes pro-Gbagbo a été annoncé au Ghana, en Angola ou encore au Bénin. Finalement, c'est dans un hôtel situé à proximité de la frontière bénino-togolaise qu'il a rencontré notre confrère de l'AFP. Il se dit prêt à comparaître devant la CPI et n'avoir rien à se reprocher. Je vous propose de l'écouter. Je suis prêt à faire face à la justice de mon pays et je suis prêt à me rendre à la CPI parce que je ne suis pas un chef de guerre, je ne suis pas un chef de milice, je n'ai jamais acheté d'armes. J'ai une force que je revendique, la mobilisation des masses. Si cela doit m'amener à la CPI, je suis prêt à aller à la CPI. Pour la justice de mon pays, j'attends qu'elle prouve qu'elle est une justice pour tous. Quand la plupart des pro-Gbagbo sont soit en prison, soit en exil, soit pourchassés, je ne crois pas que ce soit le bon choix. Pour moi, il faut annuler les mandats d'arrêt et les poursuites contre les cadres pro-Gbagbo. Il faut libérer les prisonniers. Il faut dégeler les comptes. Il faut cesser les arrestations spectaculaires et publicitaires et puis s'attaquer aux réalités ivoiriennes. Pendant ce temps, dans l'ouest ivoirien, situation de malaise et de crise humanitaire, des milliers de personnes forcées de s'éloigner des zones de trouble se réfugient dans des camps. 1 an après l'arrivée au pouvoir du président Ouattara, donc, la réconciliation semble difficile. Chaque camp continue à se renvoyer la balle sur l'origine des combats. Linda Robert. Le terrain est glissant, les routes sont périlleuses. Malgré ces obstacles, des milliers de familles escortées par les forces onusiennes fuient l'insécurité pour se réfugier dans des camps humanitaires. 1 an après les violences qui ont agité la Côte d'Ivoire, la situation demeure inquiétante pour ceux qui prennent le parti de se déplacer. La guerre n'est pas finie. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Les gens sont en train de se faire assassiner à l'heure où je vous parle. C'est dangereux, on tue les gens, on ne peut pas rester dans cette zone de conflit. Nous créons pour la vie de nos femmes et de nos enfants. Quelles sont les causes de ces troubles? Les autorités ivoiriennes désignent des hommes armés en provenance du Libéria, d'anciens miliciens de l'ère Gbagbo. Ce sont des soubresauts d'un régime sanguinaire, les derniers soubresauts du régime sanguinaire de Laurent Gbagbo. Nous ne pouvons que déplorer que ces personnes soient perturbées dans leur quiétude. Mais le gouvernement prend des mesures. L'Ouest est en train d'être sécurisé. Ces gens sont les forces sécuritaires de Ouattara. Ils ne sont pas disciplinés. C'est facile de nous accuser. Les gens de Gbagbo ne se battent contre personne. À l'arrivée de ces réfugiés, des humanitaires, des soldats ivoiriens et des casques bleus sont déployés sur le terrain. Le souvenir des exactions de la guerre civile hante les mémoires. Des mesures de sécurité restent de rigueur pour protéger le retour des populations. Nous ne forçons personne à rentrer chez lui s'il ne le veut pas. Nous leur posons la question pour savoir où ils veulent aller. Ensuite, nous organisons le transport. Nous vérifions le niveau de sécurité qui règne au sein des villages et s'il est suffisant pour leur permettre de rentrer. La frontière avec le Libéria est proche. Le pays a décidé d'extrader 41 Ivoiriens accusés d'avoir pris part aux violences post-électorales en juillet 2011.
Dans l'actualité également, voilà 3 mois que le nord du Mali est le théâtre de violences et de violations des droits de l'homme depuis qu'il est tombé aux mains des rebelles Touaregs, des islamistes armés et divers groupes criminels. Et ces dernières heures à Gao, les habitants ont organisé une marche contre les groupes armés pour protester contre la mort d'un conseiller municipal. Bilan, au moins 2 morts et plusieurs blessés. Patricia Drelin. Lundi soir, un élu municipal et enseignant, Idrissa Oumarou, est assassiné à Gao, dans le nord-est du Mali, lors d'une manifestation contre les groupes armés qui occupent la ville. Certains témoins ont accusé les rebelles Touaregs d'avoir tiré sur des manifestants. Mardi après-midi, les civils poursuivaient leur manifestation et des échauffourées ont éclaté entre les jeunes de Gao et les troupes du MNLA, accusées de piller, rançonner et terroriser la population. Bilan de ces affrontements, 2 morts et une dizaine de blessés. Pour soutenir les habitants de Gao, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Bamako pour dénoncer les violences de Gao, mais aussi l'incapacité du gouvernement à y faire face. Au lendemain de ces manifestations, ce mercredi matin vers 10h, de violents affrontements à l'arme lourde ont eu lieu à Gao entre les rebelles Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad et des islamistes du Moujaou, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Indépendantistes et islamistes s'affrontent pour le contrôle de Gao qui sert de quartier général à la rébellion Touareg. Madagascar a célébré hier en grande pompe le 52e anniversaire de son indépendance depuis le renversement de Marc Ravalomanane il y a 3 ans. La grande île vit une crise politique inédite. Dans son discours devant des milliers de personnes venues assister au défilé traditionnel, le président de la transition, Andry Rajoelina, a voulu tout de même donner l'image d'un président rassembleur. Moïse Monkoro. Une entrée triomphale sous les applaudissements des milliers de personnes venaient assister au traditionnel défilé d'une fête placée sous les signes de la solidarité nationale. Dans son discours qui se voulait patriotique, Rajoelina s'est adressé d'abord au peuple. C'est le peuple qui a besoin d'être sauvé actuellement. La nation a besoin d'être réhabilitée, mais pas les politiciens. Ensuite, démonstration de force du régime de transition 3 ans après le renversement de Marc Ravalomanane. Andry Rajoelina semble avoir gagné la reconnaissance de la scène internationale sans avoir été élu. Des diplomates de plusieurs pays sont présents à la cérémonie, mais aussi de l'Union européenne et africaine, qui l'année dernière ne reconnaissaient pas le régime de transition. Mais c'est peut-être la dernière fête nationale de Rajoelina en tant que président non élu. Après la signature de la feuille de route, le document de sortie de crise signé en septembre dernier, Madagascar est à nouveau sur la voie des élections. Les diplomates sont donc conscients que tout n'est pas réglé. En tant que représentant de l'Union africaine, je souhaite que cette crise puisse être réglée dans les plus brefs délais. L'Union africaine se mobilise pour la résolution de la crise. Le triomphe du président n'est pas total. Plusieurs tables sont restées vides, celle de la mouvance qui soutient l'ancien président Marc Ravalomanane. Direction à présent le marché de Mokolo au Cameroun, l'une des plus grandes plateformes commerciales de Yaoundé, qui ouvre de nouveau ses portes aux commerçants ce jeudi. Suite aux émeutes qui ont eu lieu il y a quelques jours, les autorités avaient fermé ce marché pendant une semaine. Une fermeture qui a servi à réaménager ce marché et le réorganiser en secteur d'activité. Mélanie Beteb. Les commerçants du marché Mokolo n'ont pas fait dans la dentelle pour élire leurs représentants. Les candidats à la tête des différents secteurs d'activité ont battu campagne en bonne et due forme. Affiches et autres messages de campagne ont été élaborés. Chaque candidat essayant de convaincre son électorat en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres. Les changements que je veux apporter, je veux vraiment dialoguer avec la hiérarchie. Nous ne faisons pas partie du désordre. Nous voulons la paix. Et vous savez que dans les années antérieures, il y avait le vol des marchandises dans les brouettes. Il faut maintenant restructurer le domaine des brouettiers afin que chaque brouettier ait un numéro de dossard. Les élections se sont déroulées selon les règles de quasi-transparence. Des bulletins de vote aux effigies des candidats et des urnes ont été acquis par la communauté urbaine de Yaoundé qui veillait au bon déroulement de ce vote. Sur le site du marché, les nouveaux aménagements se poursuivent, les accès sont bitumés, les murs des magasins repeints, de nouveaux hangars sont en construction pour que chaque secteur d'activité ait un espace bien défini. Selon ce qu'on fait, on va dire qu'on appartient à tel secteur qui relève d'un chef secteur.
élus par les membres, c'est-à-dire par les commerçants, ceux-là qui exercent dans ce secteur-là. Ça va donc nous permettre de connaître qui fait quoi et qui est qui. Seule inquiétude, c'est qu'à quelques heures de la réouverture de ce marché de Bokolo, les sites soient encore en chantier, du moins quelques-uns. C'est dire qu'une semaine, c'était trop peu pour sécuriser et construire les hangars pour les 40 000 commerçants de ce marché, le plus grand de Yaoundé. Et l'on se quitte avec cette initiative, celle de l'association Simba de Gaston Kelman. Plusieurs personnalités se sont retrouvées ce matin autour du thème « La politique africaine de la France ». Parmi les invités, Mireille Fano-Mendes France, Claudicia, Manu Dibango ou encore Malek Chebel. Fatouma Garba. La rencontre a démarré sur les chapeaux de roue dans la salle des ministres du restaurant parisien chez Françoise. Gaston Kelman, initiateur de ce colloque, engage les festivités en insistant sur la nécessité d'un partenariat d'égal à égal entre les différents pays d'Afrique et la France. Il a ensuite donné la parole à Mireille Fanon-Mendes France, présidente de la fondation qui porte son nom. Cette dernière, dont le père fut un des premiers à s'ériger contre la domination colonisatrice, souligne le retour au droit d'ingérence sur le continent. C'est sur la terre africaine, enfin sur le continent africain, que ce droit d'ingérence est possible. C'est un retour en arrière. C'est un retour en arrière qui est imposé à l'Afrique. Quant à Malek Chebel, anthropologue et philosophe, qui rappelle des faits historiques, il estime que l'Afrique a aujourd'hui toute sa place dans le monde. L'Afrique affirme son identité, son autonomie. Elle commence à le faire avec l'élite. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'élite, je pense qu'il y a une élite. Je pense qu'il y a une élite africaine. Et que juste on ne veut pas l'écouter. Tant que nous dépendons de l'étranger ou des forces exportatrices d'armement, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Avocats, élus, diplomates, intellectuels de tous bords étaient présents à ce petit déjeuner. Et lorsque la star emblématique du saxophone, Manu Dibango, arrive, la salle est à son comble. Il en profite pour donner quelques pistes de réflexion, notamment le caractère communautaire au sein même de la diaspora africaine. Alors, après 2 heures de débat, les hôtes interpellent leurs intervenants face à l'alignement des États africains sur le modèle occidental dont ils doivent impérativement se détacher. Ce qui donne de l'espoir à Claudicia. Je suis persuadé qu'on peut changer le monde et en tout cas que l'on peut changer la relation que l'on a à l'Afrique. Les rapports France et pays africains sont actuellement sur le point d'évoluer avec une élite plus que jamais mobilisée. Et temps à présent de clore cette édition, mais avant je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ce journal. Charles Blé Goudet, figure du régime ivoirien déchu, s'est dit prêt à comparaître devant la CPI sur la crise meurtrière de 2010-2011 et a assuré qu'il n'avait rien à se reprocher, alors que sur le terrain c'est toujours l'instabilité. On parle de 13 000 personnes déplacées qui continuent à fuir les combats à l'ouest. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain c'est Patricia Dreline que vous retrouverez pour un nouveau tour de l'actualité. À très bientôt sur notre chaîne.